Presque chaque jour, des millions de personnes traversent des ponts, des tunnels, des bâtiments et d'autres structures construites par l'homme sans même penser à quel point ils sont sûrs. Bien sûr, nous avons totalement confiance parce que, à première vue, ces structures semblent solides, paraissent permanentes et il semble impossible qu'elles s'effondrent. Mais si nous examinons l'histoire, nous pouvons vraiment prouver que tout ce qui semble solide n'est pas forcément solide. Parce que parfois, même certains des projets les plus chers, les plus modernes et les plus célèbres au monde peuvent encore causer des tragédies s'il y a une petite erreur dans la conception, la construction ou la maintenance. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons examiner quelques-uns des plus grands échecs d'ingénierie de l'histoire. Nous allons notamment parler de ponts qui se sont soudainement effondrés au milieu de la circulation, de bâtiments qui se sont écroulés et de projets valant des milliards de dollars, mais qui ont fini en catastrophe. En fait, c'est souvent dû à des économies de temps ou d'argent. Ainsi, le résultat a entraîné la perte de vies humaines et la destruction de l'environnement. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais simplement vous demander de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. C'est déjà d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors commençons. Commençons par le pont de Tacoma Narrows. En 1940, le pont de Tacoma Narrows a été inauguré dans l'État de Washington. À cette époque, c'était l'un des plus longs ponts suspendus du monde. Beaucoup de gens étaient impressionnés par son design élégant et croyant que c'était un grand succès de l'ingénierie. Mais la plupart des gens ne savaient pas que le pont montrait déjà des problèmes, même avant la fin complète de sa construction. Lorsque le vent soufflait fort, on remarquait que le pont ondulait. Il ressemblait à un gigantesque trampoline qui bougeait de haut en bas. À cause de cela, il a même reçu le surnom de Galloping Gertie. Au lieu de prendre les avertissements au sérieux, on a continué à utiliser le pont. L'une des principales raisons était l'argent. Il existait un premier projet pour le pont qui était plus solide et plus sûr, mais il était plus cher. Ainsi, pendant la Grande Dépression, alors que de nombreux projets réduisaient les coûts, les responsables ont choisi la conception la moins coûteuse. Selon les rapports sur le projet, des millions de dollars ont été économisés grâce au plan choisi. Mais plus tard, cela a eu des conséquences bien plus graves. Pour réduire les coûts et le poids du pont, les concepteurs ont utilisé une structure plus fine que celle habituellement employée à l'époque. À cause de cela, le pont est devenu plus sensible aux effets du vent. En d'autres termes, sa capacité à contrôler les mouvements n'était pas suffisante lorsqu'il était frappé par de fortes rafales de vent. Et le jour du 7 novembre 1940, il n'y avait pas de tempête, ni de vent particulièrement fort. Mais alors que le vent soufflait sur le pont, il a commencé à osciller plus fortement qu'auparavant. Petit à petit, la rotation et la torsion de la chaussée du pont s'aggravaient. C'était comme si une main géante la tordait dans des directions opposées. L'un des témoins à ce moment-là était Leonard Cotsworth, un journaliste qui se trouvait sur le pont avec le chien de sa fille. Alors que les mouvements du pont s'intensifiaient, il a été forcé d'abandonner sa voiture et de courir pour sauver sa vie. Il a survécu. Mais le chien est resté dans la voiture à cause de la panique. Quelques instants plus tard, la partie centrale du pont s'est complètement effondrée. Il est tombé dans l'eau en dessous sous les yeux des gens qui n'en croyaient pas leurs yeux. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cela n'a pas été causé par un tremblement de terre. Ce n'est pas non plus dû à une explosion ou à une collision. La principale raison est l'effet particulier du vent sur la conception du pont. Les ingénieurs appellent cela le flottement aéroélastique. C'est comme si le vent poussait de façon répétée sur un objet jusqu'à ce que son mouvement devienne de plus en plus important. Lorsque la structure n'est plus capable de supporter la force, elle peut céder. Et c'est exactement ce qui est arrivé au pont de Tacoma Narrows. Bien qu'il n'y ait pas eu un grand nombre de victimes lors de cet incident, cela a été une leçon très importante pour tout le monde de l'ingénierie. Depuis lors, de nombreux pays ont changé leur façon de concevoir les longs ponts. Aujourd'hui, avant d'approuver un grand projet de pont, il est courant de le tester dans une soufflerie. Les ingénieurs commencent d'abord par cela. Ils fabriquent une petite maquette du pont et la placent dans une installation spéciale où différentes forces et directions du vent sont simulées. L'objectif était de repérer rapidement toute faiblesse de conception avant la construction de la structure réelle. En 1950, le pont Tacoma Narrows a été remplacé par une nouvelle version avec une conception plus solide et une meilleure protection contre les effets du vent. Jusqu'à présent, l'effondrement du pont Tacoma Narrows reste l'une des leçons les plus importantes de l'histoire de l'Indonésie. Parce que parfois, il ne suffit pas qu'un projet soit beau. Il ne suffit pas non plus de faire des économies.
Si la conception est mauvaise, même un immense pont fait d'acier et de béton peut s'effondrer en quelques minutes seulement. Aujourd'hui, parlons de l'hôtel Hyatt Regency. Le 17 juillet 1981, la soirée était joyeuse à l'hôtel Hyatt Regency à Kansas City, Missouri. Plus de 1600 personnes s'étaient réunies à l'hôtel pour un événement dansant. Il y avait des familles, il y avait des couples mariés. Des amis voulaient juste profiter de la soirée, sans savoir qu'en quelques secondes, tout deviendrait une tragédie. Alors que la fête battait son plein, un bruit métallique fort s'est soudainement fait entendre. Juste après, il y a eu un énorme fracas. Une passerelle surélevée de l'hôtel s'est effondrée, puis, avant toute réaction, une seconde passerelle en dessous s'est aussi effondrée. Près de 60 tonnes d'acier, de béton et d'autres matériaux sont tombés sur les personnes en dessous. En seulement quelques secondes, plus de 100 personnes ont perdu la vie, et des centaines d'autres ont été blessées. Selon les enquêtes menées après la catastrophe, elle n'a pas été causée par un tremblement de terre, ce n'était pas non plus dû à une explosion, et ce n'était pas à cause d'une foule trop nombreuse. La véritable raison était une erreur dans la conception du support des passerelles. Pour mieux comprendre cela, imaginons une balançoire suspendue. Si la corde de la balançoire est assez solide, elle peut supporter le poids d'une personne. Mais que se passerait-il si tu ajoutais soudainement le poids d'une autre personne sur la même corde, alors qu'elle n'a pas été conçue pour cela ? Il est assez possible qu'elle se casse. C'est ce qui s'est passé au Hyatt Regency. Dans le plan original, les deux passerelles devaient avoir leur propre support venant du plafond. Cela signifie qu'elles devaient supporter leur propre poids séparément. Mais pendant la réalisation du projet, il y a eu un changement dans la conception. Avec la nouvelle méthode, la passerelle supérieure restait suspendue au plafond, tandis que l'inférieure était accrochée à la supérieure. À cause de cela, le support de la passerelle supérieure ne portait plus seulement son propre poids. Le poids de la passerelle inférieure s'y ajoutait également. En d'autres termes, la force que les connexions et les boulons devaient en supporter a presque doublé. Et c'était le gros problème. Sur le papier, le changement semblait minime. Mais dans la réalité, son impact était énorme. Au fil du temps, ces supports ont porté un poids bien supérieur à ce qu'ils pouvaient supporter, jusqu'au soir où ils ont fini par céder. Lorsque la passerelle supérieure s'est effondrée, elle a également entraîné la passerelle inférieure. C'était comme un effet domino, tout s'est écroulé l'un après l'autre. Après la tragédie, les autorités ont mené une enquête approfondie. Ils ont découvert que la modification du design était la principale cause de l'effondrement. De nombreux ingénieurs ont qualifié cela comme l'une des plus grandes erreurs en ingénierie structurelle du XXe siècle. Il y a également eu un grand procès contre les entreprises impliquées dans le projet. Des millions de dollars ont été versés en compensation aux victimes et à leurs familles. Plus important encore, cet incident a changé de nombreuses normes d'ingénierie aux États-Unis. L'examen des plans est devenu plus strict. L'approbation de toute modification des travaux est devenue plus rigoureuse. Car cette tragédie a montré que parfois, il n'est pas nécessaire que tout le bâtiment s'effondre pour qu'une catastrophe se produise. Parfois, une seule mauvaise décision, un changement dans le plan et un support mal vérifié suffisent pour provoquer une tragédie que des centaines de familles n'oublieront jamais. Le prochain sur notre liste est l'effondrement du pont Seongsu. Parfois, un pont ne s'effondre pas tout de suite. Avant la catastrophe, il y a des avertissements, des fissures, des plaintes, des signes de dysfonctionnement. Mais si on les ignore, cela peut mener à une tragédie. C'est ce qui s'est passé lors de l'effondrement du pont Seongsu. À Séoul, en Corée du Sud, ce pont a été inauguré en 1979 et traverse la rivière Han. Il est important car des milliers de véhicules y passent chaque jour. Mais en 1994, l'utilisation du pont était devenue trop intense. Selon les enquêtes, presque le double du nombre de véhicules passaient par rapport à ce qui était prévu dans le plan initial. En plus de cela, il y avait aussi de gros camions qui utilisaient régulièrement le pont. Au fil des années, certaines parties de la structure se sont progressivement affaiblies. Le 20 octobre 1994, les ouvriers ont remarqué un problème sur une partie du pont. Au lieu de fermer immédiatement la zone, ils l'ont d'abord recouverte de plaques de métal en attendant les réparations. Le lendemain, un automobiliste a également été surpris de voir une fissure, mais cela n'a pas été immédiatement pris en compte. Quelques heures plus tard, le drame s'est produit. Une partie du pont s'est soudainement effondrée. Plusieurs véhicules et un bus de passagers sont tombés avec. En seulement quelques secondes, une grande partie du pont s'est effondrée dans la rivière. 32 personnes ont perdu la vie. Beaucoup d'autres ont également été blessées.
L'enquête a révélé qu'il y avait des problèmes dans la construction, l'entretien et l'inspection du pont. Certaines parties auraient dû être réparées plus tôt. Il y avait des avertissements qui n'ont pas été pris en compte immédiatement, et lorsque tous ces problèmes se sont accumulés, la structure a finalement cédé. Après la catastrophe, le gouvernement sud-coréen a mené une inspection massive des ponts et des bâtiments à travers tout le pays. De nombreuses structures ont dû être réparées. Certains responsables et personnes impliquées dans le projet ont également été poursuivis en justice. Le pont Seongsu a été reconstruit et rouvert après quelques années. Mais jusqu'à aujourd'hui, cela reste un rappel que même un pont qui semble solide peut s'effondrer lorsque les avertissements sont ignorés. Vient ensuite dans notre liste l'effondrement du grand magasin Sampoong. En 1995, l'une des pires catastrophes d'ingénierie de l'histoire moderne a frappé la Corée du Sud. Et cette fois, ce n'est pas un pont qui s'est effondré, mais un immense grand magasin. Au cœur du quartier de Gangnam, à Séoul, se trouvait autrefois le grand magasin Sampoong. C'était l'un des plus grands centres commerciaux du pays. Chaque jour, des milliers de personnes y faisaient à leurs achats. De l'extérieur, il semblait solide et sûr. Mais à l'intérieur, il y avait des problèmes cachés depuis longtemps. Ce qui est plus inquiétant, c'est que certaines personnes étaient déjà au courant de ces problèmes. Au début, il n'était pas vraiment prévu de construire un grand magasin à cet endroit. Le plan initial était de bâtir un immeuble de bureaux. Mais pendant la réalisation du projet, le plan a été modifié. Le bâtiment a été transformé en grand magasin. Un étage supplémentaire a été ajouté. Certaines parties de la structure de soutien ont été modifiées. Quelques colonnes ont été réduites. Certaines ont même été retirées pour créer un espace intérieur plus vaste. En d'autres termes, le poids du bâtiment a augmenté, tandis que la solidité de certaines parties a diminué. Au début, cela semblait encore supportable, mais au fil du temps, le danger s'est accru. Quelques années avant la catastrophe, des fissures ont commencé à apparaître dans certaines parties du bâtiment. Avec le temps, elles sont devenues de plus en plus nombreuses. Le 29 juin 1995, les fissures se sont encore élargies au 5e étage. Des employés inquiets et plusieurs personnes avaient remarqué des bruits et mouvements inhabituels. Pourtant, l'évacuation totale du bâtiment n'a pas été ordonnée tout de suite. De nombreuses personnes faisaient encore leurs achats à l'intérieur. L'après-midi, ce que tous redoutaient arriva. Les supports principaux du bâtiment cédèrent soudainement. En moins de 30 secondes, une grande partie du grand magasin s'est effondrée. Plus de 500 personnes ont perdu la vie. Près d'1 millier d'autres ont été blessés. C'est l'un des effondrements de bâtiments les plus graves de l'histoire moderne. Selon l'enquête, la principale cause de la tragédie était une série de mauvaises décisions concernant la conception, la construction et la gestion du bâtiment. Il y a eu des modifications qui n'auraient pas dû être faites. Il y a eu des avertissements qui n'auraient pas dû être ignorés, et il y a eu des problèmes qui auraient dû être résolus avant qu'ils ne s'aggravent. Jusqu'à présent, l'effondrement du grand magasin Sampoong reste un grand rappel que dans le domaine de l'ingénierie, on ne peut pas négliger la sécurité au profit d'un plus grand profit ou d'une construction plus rapide. Et maintenant, passons à la catastrophe pétrolière du Prestige. Toutes les catastrophes d'ingénierie ne sont pas des ponts ou des bâtiments qui s'effondrent. Parfois, la victime n'est pas l'homme, mais la nature. Le 13 novembre 2002, un vieux pétrolier naviguait près des côtes de l'Espagne. Son nom était MV Prestige. Il transportait une grande quantité de fioul. Alors qu'il se trouvait au milieu d'une tempête, le navire a commencé à rencontrer de sérieux problèmes. Des dommages sont apparus sur la coque du navire et le pétrole a commencé à fuir. Le capitaine a demandé de l'aide. Il voulait entrer dans le port le plus proche pour effectuer des réparations d'urgence. Mais selon les rapports et l'enquête officielle, certains pays craignaient que la marée noire ne s'aggrave si le navire était autorisé à s'approcher de leurs côtes. À cause de cela, il n'a pas été autorisé à entrer immédiatement dans les ports voisins. Au lieu de cela, il était resté en mer alors que son état empirait. Alors qu'il était frappé par de fortes vagues, la structure s'est encore davantage affaiblie. Après quelques jours, il s'est complètement brisé en deux. Ensuite, le navire a coulé. En même temps, une énorme quantité de pétrole s'est déversée dans l'océan. Le résultat fut l'une des pires catastrophes environnementales de l'histoire de l'Europe. Des milliers de kilomètres de côtes ont été touchés. Les plages ont été souillées, un très grand nombre d'oiseaux, de poissons et d'autres créatures marines sont morts. De nombreux pêcheurs ont également perdu leurs moyens de subsistance en raison de l'ampleur de la contamination. Selon l'enquête, il est apparu que le navire était vieux et qu'il y avait déjà eu des rapports antérieurs concernant son état avant la catastrophe. Les décisions prises alors que la crise s'aggravait sont également devenues le centre du débat.
De nombreux experts ont débattu de l'opportunité de laisser le navire accoster immédiatement pour effectuer les réparations nécessaires. Jusqu'à présent, la catastrophe du MV Prestige reste l'un des rappels les plus marquants de l'ampleur des conséquences qu'une réparation peut avoir. Des erreurs d'ingénierie et de gestion, car lorsqu'une marée noire se répand en mer, ce n'est pas seulement un navire qui est perdu. Les animaux, les moyens de subsistance et tout un écosystème peuvent également être affectés pendant de nombreuses années. Maintenant, parlons de l'effondrement du tunnel du Big Dig. Que se passe-t-il si un projet conçu pour rendre les déplacements des gens plus sûrs devient lui-même la cause d'une tragédie? C'est ce qui est arrivé à Boston, dans le Massachusetts. Pendant de nombreuses décennies, l'un des plus grands problèmes de la ville était la circulation intense. Chaque jour, les véhicules s'entassaient sur les routes principales. C'est pourquoi les autorités ont décidé de lancer un projet de très grande envergure. Ils l'ont appelé The Big Dig. Le plan consistait à déplacer sous terre certaines des autoroutes les plus importantes de la ville afin de réduire la circulation en surface. Le projet a commencé au début des années 1990. On pensait qu'il serait fini en quelques années, mais le projet est devenu plus vaste et coûteux avec le temps. Le coût total a atteint des milliards de dollars. Malgré cela, il a quand même été considéré comme l'un des plus grands projets d'infrastructure de l'histoire des États-Unis. Mais le 10 juillet 2006, un événement inattendu s'est produit. Alors qu'une voiture passait à l'intérieur du tunnel, un énorme panneau de béton est soudainement tombé du plafond. On estime que son poids était d'environ 26 tonnes. Il a frappé directement la voiture en dessous. Une femme a perdu la vie tandis que son mari, qui conduisait, a survécu. Après l'incident, les autorités ont mené une enquête approfondie. C'est là qu'ils ont découvert que le problème venait du système de fixation de certains panneaux de béton au plafond du tunnel. Certaines parties dépendaient d'un adhésif spécial ou d'une résine époxy pour rester fixées. Mais selon les rapports des enquêteurs, la solidité du matériau utilisé n'était pas suffisante pour supporter le poids requis sur une longue période. Au fil des années, son adhérence s'est progressivement affaiblie jusqu'à ce qu'elle cède complètement. À cause de cela, les autorités ont été contraintes de procéder à une inspection approfondie de l'ensemble du système de tunnel. De nombreuses sections ont dû être renforcées et réparées. Il y a également eu de lourdes amendes et des poursuites judiciaires contre certaines entreprises impliquées dans le projet. Jusqu'à aujourd'hui, le Big Dig reste une leçon importante, car cela a montré que, peu importe la taille ou le coût d'un projet, une petite partie seulement peut être la cause d'un énorme problème si elle n'est pas soigneusement examinée. Abordons maintenant la catastrophe de Deepwater Horizon. Il y a des catastrophes d'ingénierie qui tuent immédiatement des gens, mais il y en a d'autres qui détruisent non seulement des vies, mais aussi toute la nature. L'un des plus grands exemples de cela s'est produit dans le golfe du Mexique en 2010. Au milieu de la mer, il y avait une immense plateforme de forage appelée Deepwater Horizon. Elle appartenait à Transocean et était utilisée par BP pour rechercher et extraire du pétrole sous l'océan. Ce n'était pas une plateforme pétrolière ordinaire. C'était l'une des plateformes de forage les plus avancées de son époque. Elle était capable de fonctionner dans des zones très profondes de l'océan et de forer à plusieurs kilomètres sous le fond marin. Pendant de nombreuses années, elle a foré des puits de pétrole avec succès. En fait, elle a même été reconnue à l'époque pour son excellent bilan. Mais en 2010, tout a changé. La Deepwater Horizon a été envoyée sur le champ pétrolifère de Macondo, un endroit avec d'immenses réserves de pétrole. Le problème, c'est que c'était aussi l'un des endroits les plus difficiles et les plus dangereux pour forer. Plus le forage s'enfonçait, plus la pression sous terre augmentait. C'est comme une bouteille de soda qui a été secouée pendant longtemps. Si on l'ouvre mal, son contenu peut exploser. C'est pourquoi il est très important de bien sceller le puits, en utilisant du ciment et d'autres systèmes de sécurité. Mais selon les enquêtes des autorités américaines, une série d'erreurs a été commise dans le cadre du projet. Des décisions ont été prises pour économiser temps et argent, malgré des avertissements d'employés et d'ingénieurs peu pris en compte. Et il y avait des signes de problèmes à l'intérieur du puits. Le 20 avril 2010, la tragédie a frappé. Le gaz naturel est soudainement remonté. Depuis le sous-sol, sa pression était extrêmement forte. Le gaz est entré dans la plateforme de forage et, en quelques instants, il y a eu une énorme explosion. Cela a été suivi d'un incendie intense. 11 travailleurs ont perdu la vie. Beaucoup d'autres ont été blessés. Après avoir brûlé pendant près de 2 jours, toute la plateforme a sombré dans la mer. Mais la catastrophe ne s'est pas arrêtée là. Lorsque la Deepwater Horizon a coulé,
Le pétrole continuait de s'échapper du puits endommagé sous la mer. Chaque jour, des milliers de barils de pétrole se répandaient dans l'océan. Peu à peu, l'épaisse nappe de pétrole s'est étendue sur une grande partie du golfe du Mexique. Les oiseaux étaient couverts de pétrole, tout comme les poissons, les dauphins et d'autres créatures marines. De nombreuses côtes ont été souillées, affectant aussi les pêcheurs et les entreprises boncasses touristiques voisines. Les entreprises et les autorités ont essayé différentes méthodes pour arrêter la fuite. Des couvercles spéciaux ont été placés sur le puits. Des produits chimiques ont été utilisés pour réduire la propagation du pétrole, mais les premières tentatives n'ont pas immédiatement réussi. Il a fallu près de 87 jours avant que la fuite ne soit complètement maîtrisée. Selon les rapports officiels du gouvernement des États-Unis, des millions de barils de pétrole se sont répandus dans la mer avant que le puits ne soit finalement fermé. C'est considéré comme l'une des pires catastrophes environnementales de l'histoire de l'Amérique. Après l'enquête, il est apparu que la catastrophe n'était pas due à une seule erreur. C'est le résultat d'une série de mauvaises décisions, d'un manque de sécurité et d'avertissements non traités rapidement. BP a payé des milliards de dollars en amendes, en compensation et pour des programmes de restauration de l'environnement. Jusqu'à présent, la catastrophe de Deepwater Horizon est encore étudiée dans les cours d'ingénierie et de sécurité à travers le monde. Parce qu'elle a montré que lorsque la sécurité est négligée au profit de la rapidité, de l'économie ou de la production, ce n'est pas seulement un projet qui peut être détruit. Même la mer, la nature et les moyens de subsistance de millions de personnes peuvent être affectés pendant de nombreuses années. Maintenant, parlons de l'effondrement du pont I-35W. Le 1er août 2007, c'était l'heure de pointe à Minneapolis, Minnesota. Le pont I-35W était rempli de véhicules. Il y avait des voitures, des camions, des matériaux de construction et un bus scolaire transportant des enfants. C'était censé être une circulation normale. Mais vers 18h05, le pont s'est soudainement effondré. En quelques secondes, une grande partie est tombée dans le fleuve Mississippi. De nombreux véhicules sont tombés avec l'acier et le béton. 13 personnes ont perdu la vie. Plus de 140 ont été blessées. Selon l'enquête du NTSB, il est apparu que le principal problème venait des plaques de jonction. Les plaques de jonction sont comme de grandes pièces métalliques qui relient les différentes parties du pont. Si ces pièces sont fragiles, tout le pont peut devenir fragile. Dans le cas du pont I-35W, certaines plaques étaient trop fines dès la conception d'origine. Avec le temps, le poids du pont a encore augmenté à cause des modifications et des réparations. Le jour de l'effondrement, il y avait même des embouteillages et des matériaux de construction lourds sur le pont. Cela signifie que les charges se sont cumulées et que la partie la plus faible du pont a cédé en premier. Après cela, les autres parties se sont effondrées à leur tour. Le pont, emprunté chaque jour par des milliers de personnes, s'est effondré en pleine heure de pointe. La leçon ici est simple. Ce n'est pas parce qu'un pont est debout depuis longtemps qu'il est encore sûr. Il doit être inspecté régulièrement. Il est également nécessaire de comprendre quels sont les véritables points faibles, parce que parfois, une simple fine barre de métal peut supporter tout le poids d'une catastrophe. Passons maintenant à l'effondrement du pont Morandi. Le 14 août 2018, il pleuvait fortement à Gênes, en Italie. Au milieu du mauvais temps, une grande partie du pont Morandi s'est soudainement effondrée. Ce pont n'était pas un pont ordinaire. Il passait au-dessus des maisons, des routes, des voies ferrées et d'une rivière. Il a longtemps été considéré comme un symbole de l'ingénierie en Italie. Mais derrière son apparence solide, il y avait un problème qui s'aggravait depuis longtemps. Le pont Morandi avait une conception particulière. Il avait des câbles enveloppés dans du béton. C'était beau à voir. Mais il y avait un gros problème. Quand les câbles sont à l'intérieur du béton, il est difficile de voir s'ils rouillent. Et comme Gênes est proche de la mer, il y a toujours du sel dans l'air. Il y a aussi de la pollution provenant des environs. Avec le temps, l'eau et le sel peuvent pénétrer dans le béton. Lorsque cela atteint l'acier, la rouilleum commence à apparaître. Et lorsque l'acier rouille, son adhérence s'affaiblit. Selon les enquêtes et les rapports, il y avait des préoccupations de longue date concernant l'état du pont. Des réparations ont été effectuées au cours des dernières années. Mais celles-ci n'ont pas suffi à empêcher l'effondrement total. Lorsque qu'une partie du pont a cédé et que les véhicules qui y circulaient en sont tombés, 43 personnes ont perdu la vie. De nombreuses familles ont perdu un être cher. Des maisons et bâtiments voisins ont aussi été endommagés. Après la catastrophe, ce qui s'est passé a suscité de grandes questions en Italie. Comment un pont dont ils étaient fiers depuis longtemps a-t-il pu s'effondrer ? Comment le danger n'a-t-il pas été évité ? S'il y avait déjà des signes auparavant, le pont Morandi est devenu un avertissement pour le monde entier.
Même si le constructeur est célèbre, même si le design est beau, même si le pont est utilisé depuis longtemps, si l'entretien est insuffisant et si les avertissements ne sont pas pris au sérieux, un symbole de progrès peut s'effondrer en quelques secondes seulement. Gando.